L'année 1990 marque le début d'une ère nouvelle, audacieuse et résolument tumultueuse pour les princes de Sunset Street. Préparez-vous à découvrir l'ascension vertigineuse et la chute spectaculaire d'un des plus grands noms du rock'n'roll. L'histoire de Use Your Illusion n'est pas seulement celle d'un double album mythique. C'est le récit d'un groupe luttant contre ses propres démons, au bord de perdre tout ce pourquoi il avait si durement lutté. Après avoir déferlé sur la scène musicale avec Appetite for Destruction, Guns N' Roses s'est imposé comme la quintessence du rock'n'roll. Si vous avez manqué le récit de cette épopée initiale, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de votre écran pour visionner le premier épisode de notre saga ou trouver le lien directement dans la description ci-dessous. Bonjour les sauvages et bienvenue dans le deuxième chapitre de notre saga sur les Guns N' Roses, où chaque note jouée est un coup de dé contre le destin. Je m'appelle Monsieur Claude et je travaille pour la boîte sauvage. Alors let's go, motherfucker! Retombés dans le tourbillon de Los Angeles au début des années 90, nos rockers préférés, égarés entre le strass et les paillettes, se trouvaient plongés dans le grand bain de la célébrité. L'argent coule à flot, mais la démence, les fêtes et les excès sont toujours d'actualité. On aperçoit Slash et Duff, visiblement bien plus copains avec Jack Daniels et Caroline qu'avec le bon sens, aux American Music Awards, titubant, lâchant des mots plus colorés que leur garde-robe. What do we say? All right, listen, I want to say a couple things I didn't get to say last time, right? I want to thank... Oops. Les deux compères se retrouvent aussi à jouer quelques titres sur le très bon album de Liguane, Brick by Brick. Ils trépignaient d'impatience à l'idée de partager le studio avec l'icône Iggy Pop, s'imaginant déjà dans un tourbillon d'excès en tout genre, où l'alcool et les substances illicites couleraient à flot. Mais le tableau ne fut pas celui qu'ils avaient peint dans leurs rêves les plus fous. Iggy, ayant rangé ses vieux démons, affichait désormais une sobriété exemplaire. Slash et Duff, quant à eux, trouvaient refuge dans l'antre la plus inattendue pour leur petite escapade. Les toilettes, où ils dissimulaient alcool et drogue. Croyez-le ou non, enseigner à un vieux loup de mer du rock'n'roll l'art de la dissimulation serait peine perdue. Pourtant, Monsieur Pop, dans sa grande magnanimité, choisit de fermer les yeux, contribuant ainsi à perpétuer une ambiance des plus joviales. Dans ce tourbillon de vie à la rockstar, notre Duff se retrouve célibataire, sa douce ayant jeté l'éponge face à ses frasques sans fin. Pendant ce temps, Axel, dans un geste aussi désespéré qu'emblématique, fait sa demande en mariage à Erin Everly à Vegas. Imaginons-le, l'âme en peine, menaçant de se donner la mort avec une arme si elle refuse sa proposition. Un acte de romantisme aussi troublant qu'extrême. Les jeunes tourtereaux, loin de vivre un conte de fées, se lançaient dans des querelles homériques ou valises bibelots et dans un élan de furie théâtrale, même un piano à queue prenait leur envol par la fenêtre de leur appartement sous le regard incrédule de la nuit. Un soir, après minuit, sa voisine se présenta à leur porte, une bouteille de vin à la main. Mais au lieu d'un geste de paix, elle fut accueillie par un Axel en furie qui lui arracha la bouteille des mains pour la lui briser sur la tête. Au lever du soleil, ce geste inconsidéré valut à Axel une visite peu agréable des adjoints du shérif, qui l'amenèrent au poste de police pour coups et blessures. Allegedly what happened was they had some verbal confrontation there in the hallway. He grabbed her keys and threw it through his open doorway across the living room and out the patio window, which is 12 stories up. He then grabbed her, she was carrying a partially full wine bottle, and he grabbed that from her, poured some wine on the floor, and then hit her in the head with it. She was treated for this contusion on the back of her head. She was taken to Cedars-Sinai Hospital, where she was spending the night under observation there. And Axl Rose was arrested for assault with a deadly weapon. C'est à cette période que Axel commença à se souvenir de choses horribles. Il se mit à dire aux gens que son vrai père avait abusé de lui et l'avait violé quand il avait 2 ans. Et que c'était ça le terrible secret que ses parents lui dissimulaient chaque fois qu'il posait des questions sur William Rose.
Que ce fût un souvenir réel ou non, cela mit Axel au désespoir et lui inspira même des envies de mettre fin à ses jours. Et puis, il y a Izzy Stradlin, plongé dans une paranoïa profonde, se baladant avec un chèque de 750 000 $ dans sa chaussette, méfiant à l'idée que les banquiers puissent lui faire les poches. Duff envisageait d'investir judicieusement son pécule pour, un jour, récolter les fruits dorés de son audace. Guidé par les conseils avisés de son beau-frère, il décida de placer la modique somme de 50 000 $ dans deux pépites naissantes de l'économie américaine, Microsoft et Starbucks Coffee. Une décennie et demie plus tard, Ce geste visionnaire se transformait en un jackpot, dépassant les 15 millions de dollars en dividendes. un coup de maître signé par notre cher ami Duff McKagan. Les jours passent, les nuits se succèdent, chacune apportant son lot de péripéties rocambolesques. Pendant ce temps, le label discographique s'arrache les cheveux. Les 5 musiciens devaient se retrouver à Chicago pour travailler le nouvel album. Slash, Duff et Steven répondent présents. Mais Izzy brille par son absence et en 3 semaines de travail, Axel se pointe les 2 derniers jours, Omnibulé, uniquement par le travail sur November Rain, un morceau qui lui tient visiblement à cœur. L'atmosphère est électrique. Les tensions palpables entre les musiciens et la pression exercée par le label n'arrangent rien. Les membres du groupe étaient tous dans un état plus ou moins avancé de déchéance, tant physique que psychologique. Steven était le plus affecté. Son allure de surfeur californien ne pouvait plus dissimuler les tourments et la souffrance qui le rongeaient, exacerbés par une consommation effrénée de substances. Slash et Duff tentaient de l'alerter, mais rien n'y fait. Son état de délabrement était tel qu'aucune parole, aucun avertissement de ses compagnons de route ne parvenait à le toucher. Au début de l'année 90, la rumeur que Steven avait été éjecté du groupe pour ne pas avoir suivi les injonctions d'Axel de cesser de se perdre dans les rythmes de Mr. Brownstone a commencé à se propager. La vraie histoire est qu'en mars 90, Steven a signé un contrat légal établi par un avocat que si sous 30 jours il n'était pas clean, il serait licencié du groupe. Entre-temps, Axel et lui seul décident d'engager un pianiste au nom de Dizzy Reed. Ladies and gentlemen, on the keyboards, Mr. Dizzy Reed. Ami de longue date qui devait se faire expulser de sa maison, Axel a appelé Alan Niven, le manager, et lui a demandé de l'embaucher, de lui faire un contrat et de lui donner une belle avance pour qu'il se prenne une maison. Le premier concert de Dizzy et le dernier de Steven Adler eut lieu au mois d'avril pour le Farm Aid, un événement annuel destiné à récolter de l'argent pour les familles de fermiers américains sur le point de perdre leur ferme à cause du surendettement. Rock and roll can never die. Ce moment tant attendu se transforma en fiasco. Sans répétition depuis leur dernière apparition avec les Stones et avec un Steven Adler en difficulté, la tension était palpable. Guns N' Roses monte sur scène et d'entrée de jeu, Steven glisse et se fracasse au pied de sa batterie. Puis le set commença avec Civil War, sur lequel Steven avait peiné en studio et qu'il n'avait jamais joué en live avec le groupe. Le début du show fut donc bancal. Les choses ont cependant empiré avec le deuxième morceau, une reprise Down on the Farm des UK Subs. que Steven n'avait même jamais entendu auparavant selon ses dires. All I need is some inspiration. Well, I do some money, some harm. But I feel just like a vegetable down here on the farm. À la fin du set très court, Axel a hurlé « Bonne p*** de soirée » avant de jeter le micro au sol et de s'en aller clairement mécontent. Thank you. En plus de cette prestation bancale, les sessions d'enregistrement avec Steven étaient catastrophiques. La drogue le rongeait tellement qu'il lui était impossible à jouer un titre correctement. Steven lui-même attribuait cette difficulté à un médicament, un bêta-bloquant prescrit par un médecin recommandé par Doug Goldstein. Selon lui, ce traitement nuisait à sa performance, une circonstance que Goldstein aurait dû anticiper.
Malheureusement, Steven Adler fut évincé du groupe quelques temps plus tard, symbolisant la fragilité et les limites d'un groupe qui vivait à l'extrême. Quant à Izzy Stradlin, il fut le premier à saisir l'ampleur du vide laissé par Adler. Il nous conte que sans Steven, les morceaux perdirent leur âme, leur swing, cette magie qui faisait vibrer les foules. Les remplaçants pouvaient bien être techniquement irréprochables, mais sans le groove unique d'Adler, les titres devenaient fades. Qu'est-ce que vous en pensez, les sauvages? Dites-moi ça dans les commentaires. Durant de nombreuses années, le départ d'Adler a été aussi lié à une obscure rumeur concernant Erin Everly, la femme d'Axl. Adler se serait retrouvé mêlé à cette relation explosive quand Everly a été victime d'une overdose chez lui. Dans une lutte désespérée contre la mort, Aksel veille à ses côtés, prévenant de justesse un destin tragique orchestré par un speedball diabolique. Alan Niven a évoqué directement la rumeur dans toute son ampleur. Aksel était putain de convaincu qu'Erin avait été droguée et violée par Steven. Quelle que soit la vérité derrière cette histoire, le mariage d'Aksel n'allait pas survivre à l'année. Erin révèle qu'à peine un mois après la cérémonie, Aksel a évoqué le divorce pour la première fois. 2 mois plus tard, elle affirme que le chanteur l'a tellement battue qu'elle a dû être hospitalisée. En septembre, elle tombe enceinte. Mais elle fait malheureusement une fausse couche et se retrouve contrainte de vendre sa Jeep pour couvrir les frais médicaux. Le mariage est finalement annulé en janvier 1991. Ce chapitre sombre de l'histoire des Guns est marqué par des accusations extrêmement graves. Il fallait trouver un remplaçant et Slash a rapidement pensé à Mats Sorum. Un gamin de Long Beach dont les veines coulaient d'un mélange exotique anglo-norvégien élevé au son majestueux du classique et de l'opéra par sa mère, prof de musique. Le tournant arrive quand Matt, après une audition électrique, se joint au groupe The Cult. Lors d'un concert à Los Angeles, Slash le repère et se dit que c'est sûrement l'homme de la situation. Dès son entrée en scène avec le groupe, Mats Sorum frappe un grand coup en enregistrant Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan. Un titre destiné à électriser la bande sonore de Jour de tonnerre, blockbuster à la gloire des circuits. Avec sa stature de colosse, alliant force brute et précision chirurgicale derrière la batterie, Matt s'impose naturellement comme l'héritier du trône laissé vacant par Steven, dont la lumière s'était ternie sous l'effet néfaste des substances. Mais plongeant dans cet univers rock où le sublime côtoie le décadent, Matt avoue sans phare que si les choix différaient, Steven s'égarant dans les méandres de l'héroïne, lui préférant l'ascension éphémère procurée par la cocaïne. La tentation restait la même. L'enregistrement tant attendu du nouvel album de Guns N' Roses a finalement démarré en septembre 1990 au studio A&M d'Hollywood, où près de 40 nouvelles chansons ont été enregistrées en un mois. Les séances se sont ensuite poursuivies au Record Plant. Les pistes de base ont été mises en place rapidement. Slash a passé 3 semaines supplémentaires pour les overdubs guitare. Le principal point de désaccord entre lui et Aksel était que le chanteur voulait un album épique, tandis que le guitariste préférait quelque chose de plus roots, à l'image d'Appetite for Destruction. Duff explique qu'Aksel est un perfectionniste, ce qui peut être génial mais ô combien exaspérant dans sa quête du morceau parfait. Sur la petite quarantaine de morceaux enregistrés, 30 allaient apparaître dans le tracklisting final. Un total de 2h30 de musique. Le problème était comment faire pour sortir autant de morceaux. C'est alors que Aksel eut l'idée de sortir 2 albums simultanément. Use Your Illusion 1 et Use Your Illusion 2. Aksel savait que s'il voulait avoir le dernier mot, ce serait maintenant ou jamais. Il fit donc connaître ses conditions. 2 doubles albums proposant chacun plus de 75 minutes de musique, qui devraient tous 2 sortir le même jour. Les responsables de Geffen acceptèrent avec réticence. Alan Niven, quant à lui, décrivit ce projet comme un croisement entre Physical Graffiti de Led Zepp et The Wall de Pink Floyd. C'était l'un des derniers communiqués qu'il allait signer pour le groupe.
Ce qu'il ignorait, c'est que tout en planifiant le comeback du groupe avec une monumentale sortie discographique, Axl avait également manœuvré pour faire en sorte que Niven n'y soit en rien mêlé. L'inconfortable siège de manager allait désormais être occupé par Doug Goldstein. Contrairement à Alan, qui ne craignait jamais de dire ce qu'il pensait, Doug était vu comme quelqu'un qui ferait exactement ce que lui dirait Axl. L'album est pratiquement terminé et les Guns étaient programmés pour jouer 2 soirs au festival Rock in Rio en janvier 91. Leur premier concert depuis leur première partie des Rolling Stones en octobre 89. Les autres têtes d'affiche étaient George Michael, In Excess et le génie de Minneapolis, Prince. Les Guns avaient répété à Long Beach avant de s'envoler pour Rio. En plus des nouveaux morceaux, les shows allaient être les premiers pour Matt Sorum. La paranoïa rampante du chanteur était à son paroxysme, jusqu'à faire signer un contrat aux journalistes octroyant au groupe les droits d'auteur et les droits d'approbation, sous peine d'une amende de 200 000 $ pour dommages si ceux-ci étaient violés. Les médias furent maltraités pendant le festival et Axl voulait aucun photographe et journaliste pendant le concert du groupe. Ils ont tous été escortés vers la sortie sans tenir compte de leur accréditation. Même si les contrats furent retravaillés et que la pénalité des 200 000 $ fut supprimée, ils furent la source de beaucoup d'animosité avec les journalistes durant la tournée mondiale qui allait suivre. Un photographe renommé, mais un peu trop intrépide, a tenté l'impensable, immortaliser Slash sans son aval. Résultat, notre artiste photographique fut promptement tabassé par les gardes du corps, escorté vers une sortie moins glorieuse sur un brancard, tandis que son outil de travail se voyait offrir un aller simple pour le pays des appareils brisés. Pendant ce séjour en terre brésilienne, ils n'ont malheureusement pas échappé à la controverse. 5 spectateurs sont morts le jour du 2e concert. Bien que la tragédie se soit produite des heures avant l'arrivée du groupe suite à une organisation chaotique, les reportages d'actualité lièrent ces morts à la présence du groupe. Viol, brutalité et violence policière. 20 000 personnes sont entrées sans billets en donnant un dessous de table aux policiers. Plusieurs stands de merchandising contrefaits tenus par la police locale. Rob Halford, le chanteur de Judas Priest, raconta que Axl Rose avait personnellement interdit à son groupe de proposer leur spectacle en intégralité, le privant de ses accessoires pyrotechniques et avait réduit le temps de leur concert de 20 minutes. Axl, dans une interview, assura que Judas Priest était parti de leur propre initiative et qu'il ne les avait en rien empêchés de faire ce qu'ils voulaient, mais c'est le capitaine des pompiers qui avait interdit la pyrotechnie. Le concert à Rio, devant 130 000 fans en transe, le groupe dévoile une nouvelle setlist. Sans Steven, mais avec Matt et Dizzy. Pas tout à fait rodé, mais déjà furieusement électrique et sauvage. Le show annonce la couleur, du chaos, la sueur et une dose massive de rock'n'roll pur jus. Retour à Los Angeles pour terminer l'album. Et pour commencer les répétitions de la tournée, ils s'installèrent dans un hangar désaffecté d'un aéroport. Tous les musiciens étaient présents, sauf Axl, qui avait pris l'habitude de se dispenser des répétitions. Dans une manœuvre digne d'un marionnettiste, Axl, faisant danser Doug, le manager, à sa guise, aurait réclamé un nouveau contrat à Geffen pour donner son feu vert à la sortie du double album. De ce fait, Use Your Religion ne serait pas disponible pour la tournée aux États-Unis. La sortie de l'album n'était qu'une partie de l'iceberg des désaccords. Après le licenciement de Niven, Axl s'était mis en tête de revendiquer le contrôle absolu sur le nom Guns N' Roses. Axl était résolu à ce que son leadership ne soit plus jamais contesté. Selon Tom Zutaut, le chanteur était prêt à renoncer à des tournées lucratives, perdant ainsi des dizaines de millions de dollars, jusqu'à ce que les autres membres lui cèdent par écrit leurs droits sur le nom du groupe. Convaincus qu'Axl était sérieux, ils se résignèrent finalement à lui donner ce qu'ils voulaient, bien malgré eux. C'était à cette période qu'une nouvelle personne entra dans la vie d'Axl Rose, qui allait avoir des conséquences imprévues sur lui et le groupe. Cette personne s'appelait Stéphanie Seymour, sublime mannequin qui travaillait pour Victoria's Secret. Pendant que l'album était masterisé, 3 concerts d'échauffement ont été organisés pour nos guerriers du rock'n'roll, entamant leur périple à San Francisco, enchaînant avec une escale électrique à Los Angeles pour finalement mettre le feu au Ritz à New York.
Nuit après nuit, ces bad boys du rock affûtaient leurs armes, aiguisaient leur son comme des guerriers préparant le grand assaut. Mais c'est à New York que la magie a vraiment opéré. Sur la scène mythique du Ritz, ils ont balancé du lourd, dévoilant au monde une cinglante version de You Could Be Mine, qui venait d'être choisie comme chanson-titre du nouveau film d'Arnold Schwarzenegger, Terminator 2. Pendant le concert, Axl se blessa à la cheville gauche en sautant d'un moniteur. Mais le chanteur bénéficia d'une attelle spécialement conçue pour les premiers concerts de la tournée. Le groupe avait élevé leur style de vie à un niveau stratosphérique. Sillonnant les cieux dans un avion privé, griffé MGM Grant. Easy a choisi une route moins aristocratique. Lui, sa compagne Aneka et leur fidèle compagnon à quatre pattes ont opté pour le charme rustique d'un bus de tournée nouvellement acquis par le guitariste. Pour Easy, fraîchement épuré de ses vieux démons, replonger dans l'ancienne routine de voyage en meute avec le groupe lui était insupportable, allant même jusqu'à s'isoler dans des hôtels différents de ceux du reste de la bande. Attendre Axl Rose pendant 3 heures sur le tarmac parce qu'il se séchait les cheveux ne me convenait plus du tout, dira Easy. Le groupe démarre la tournée les 24 et 25 mai avec 2 shows explosifs à East Troy, dans le Wisconsin. I get up around 7, get out of bed around 9, and I don't worry about nothing, just want to waste my fucking time. La caravane rock'n'roll prend ensuite la route vers Lafayette, un lieu chargé de souvenirs pour Axl où il a passé son enfance. Malheureusement, il monta sur scène avec 2 heures de retard. Ce dérapage horaire leur a coûté une amende colossale. En plein cœur de New York, où 2 jours plus tôt, il avait donné un nouveau concert controversé au Nassau Coliseum d'Uniondale, les tensions montent au sein du groupe. Alors que la foule avait patienté jusqu'à presque minuit, Axl Rose atterrit en hélicoptère, son humeur déjà assombrie, tandis que le reste du groupe avait opté pour un trajet en voiture. Interrogé par Sebastian Bach, le leader charismatique du groupe Skid Row, sur son retard, Axl répond avec une simplicité désarmante « Je prenais une douche ». Cet épisode n'était qu'un prélude aux frictions internes. L'humeur d'Axl s'était dégradée quand, la veille, Slash n'était pas venu à un dîner qu'il avait décidé d'organiser en l'honneur du groupe. Le guitariste décida de rester dans sa suite d'hôtel. Slash percevait cet événement comme une convocation à la cour du roi Axl. En choisissant de s'abstenir, il avait involontairement jeté de l'huile sur le feu. Lorsqu'il a finalement fait son apparition sur scène, Axl a déclaré aux 18 000 fans rassemblés au Nassau Coliseum « Si vous n'êtes pas content, écrivez une petite lettre dans laquelle vous direz que ça craignait et envoyez-la à Geffen Records. Dites à ces types d'arrêter de me faire chier. La sortie du nouveau disque va être à nouveau repoussée. Geffen Records a décidé de modifier le contrat et j'ai décidé de les envoyer se faire foutre. » Alors que la tournée continuait, les retards et les diatribes d'Axl allaient devenir presque quotidiennes. Ses cibles, tous ceux qui l'avaient contrarié ce jour-là, y compris le public. Les autres membres du groupe ne supportaient plus les caprices du chanteur, mais ils ne pouvaient pas y faire grand-chose. Ils craignaient que la moindre provocation ait pour conséquence des annulations ou des retards. Slash pratiquait l'automédication à base de Jack Daniels et de cocaïne. Duff, qui avait rechuté juste après que le groupe soit revenu de Rio, sifflait jusqu'à 2 bouteilles de vodka par soirée. Matt et Dizzy, eux, étaient encore des mercenaires qui faisaient ce qu'on leur disait de faire. Mais c'est Easy qui était le plus affecté. Lassé par les retards incessants et les excès de colère d'Axl, et étant donné qu'il était complètement sobre, il se tenait à l'écart des autres membres du groupe, souvent plongé dans un état de défonce avancé. Les Guns N' Roses parcouraient l'Amérique, livrant des concerts aux énergies fluctuantes. Cette tournée était un véritable grand 8 émotionnel, avec des performances qui oscillaient entre la pure excellence et des moments beaucoup moins glorieux. L'émeute la plus notoire liée aux Guns N' Roses éclata le 2 juillet à Saint-Louis dans le Missouri. Le chaos débuta quand Axl Rose a demandé aux membres du service de sécurité de confisquer un appareil photo qu'avait un des spectateurs. Voyant son ordre ignoré, il sauta brusquement dans la foule après 90 minutes de concert pour récupérer l'appareil photo, ce qui déclencha une altercation. Hey, take that! Take that! Now, get that guy and take that! I'll take it, goddammit!
less security, I'm going home. Remonté sur scène, il lança des reproches à la sécurité avant d'annoncer son départ, entraînant le groupe avec lui. Le public, laissé dans l'obscurité et la confusion, se déchaîna bientôt, hurlant à l'arnaque. Quand il devint clair que le groupe ne reviendrait pas, des émeutes éclatèrent, avec des fans enragés, saccageant la salle et causant d'importants dégâts matériels. Le chaos persista, nécessitant l'intervention de plus de 500 policiers. Les conséquences furent graves. Plus de 60 blessés, 16 arrestations, d'énormes dommages matériels estimés à 200 000 $ et l'annulation de concerts à venir. La couverture médiatique critiquant sévèrement le comportement d'Axl fut massive. Un mandat d'arrêt fut émis à l'encontre d'Axl pour coups et blessures et incitation à l'émeute. Malgré cela, Axl attribua le blâme à l'incompétence de la sécurité, soulignant leur manque de contrôle et d'intervention adéquate lors du concert. Le groupe glissa une référence à l'émeute dans les notes de la pochette de Use Your Illusion. Fuck you, Saint Louis. Quelques jours après, la tournée reprend. Et qu'est-ce qui se passe d'après vous? Notre cher Axl, fidèle à lui-même, arrivant avec un petit retard coquet de plus de 2 heures. Encore une amende salée à ajouter à la collection du groupe. Cette semaine tumultueuse avait eu de lourdes conséquences psychologiques et financières sur la tournée. Face à cette situation, le cercle de thérapeutes, conseillers et médiums entourant Axl pensait qu'il serait bénéfique pour lui d'exprimer ses regrets auprès de son groupe et de son équipe. C'est ainsi qu'après le 2e concert à Dallas, Axl convia tout le monde à un dîner privé à l'hôtel. Encouragé par ses conseillers, il prit la parole pour s'excuser de ses écarts de conduite, se décrivant lui-même comme ayant été insupportable. Sa prise de parole fut accueillie par des applaudissements. Malheureusement, à peine 2 jours plus tard, au Colorado, l'histoire se répéta. Les réactions furent résignées et Izzy Stradlin adopta une attitude stoïque, soulignant la nécessité de continuer les concerts comme prévu, avec un désir manifeste d'éviter toute nouvelle couverture médiatique négative. Après un triomphant et long retour à la maison avec 4 nuits anthologiques au Inglewood Forum, où ils jouèrent le 3e soir plus de 3h30 pour fêter l'achèvement du mixage de Use Your Illusion, Guns N' Roses s'envola pour l'Europe. Cette escapade européenne fut baptisée le Get in the Ring Motherfucker Tour. Et pour chauffer la scène, Skid Row, amené par l'infatigable Sebastian Bach. Slash, Duff et Matt, accompagnés de Sébastien, ont redéfini les limites de la débauche. Une odyssée rock'n'roll où chaque ville visitée se transformait en théâtre d'excès sans précédent. Axl Rose transformait l'art du retard en une véritable signature. Et malheureusement, ces retards se sont aussi propagés sur les scènes européennes, comme à Stockholm, où notre cher frontman a préféré s'adonner aux joies du blackjack et s'émerveiller devant un feu d'artifice. Résultat, un retard spectaculaire de 3 heures pour monter sur scène. Mais le clou du spectacle a été à Oslo, où le concert a été purement et simplement annulé le jour même. Et pourquoi, allez-vous me demander? Parce que selon un message de l'assistant d'Axl au manager, le chanteur avait décidé que visiter Paris était plus important que monter sur scène. Paris, Et qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne devant 38 000 personnes d'après vous? Eh bien, ça commence par un retard pour finir sur un départ de scène en plein concert. Le reste du groupe tente le tout pour le ramener sur scène. Mais face à l'impasse, la tension monte. Les promoteurs, angoissés à l'idée d'une répétition des émeutes passées, barricadent les sorties. La police anti-émeute fait son entrée, prête à intervenir. Dans ce climat surchauffé, Axl, touché par l'instant de crise, remonte sur scène. Mais le drame ne s'arrête pas là. Au réveil, encore sous le choc des événements de la veille, le groupe est frappé par un coup de tonnerre. Izzy, le guitariste, annonce son départ. L'homme, considéré par beaucoup comme le cœur et l'âme des Guns N' Roses, celui dont le jeu de guitare si fluide et naturel avait donné à la bande son swing unique et ses riffs inoubliables, faisait ses adieux. Le départ d'Izzy marquait la fin d'une ère pour les Guns N' Roses, laissant derrière lui un vide que ni le temps ni le talent ne pourraient facilement combler. Il a joué son dernier concert avec les Guns le 31 août dans le stade de Wembley en Angleterre devant 72 000 personnes.
Or did this ever-changing world in which we live in make you give it and cry? Au cœur de ces tourments, les caprices et les retards légendaires d'Axl avant de monter sur scène. Mais ce n'était pas tout. L'atmosphère au sein du groupe était lourdement chargée par les abus d'alcool et de drogue. Après une tournée européenne électrisante, marquée par des moments inoubliables et des performances catastrophiques, les membres des Guns N' Roses reprirent la direction de Los Angeles, marquant une pause dans la tournée qui durerait 3 mois. Cette période était destinée à permettre au groupe de souffler un peu, de finaliser leur nouvel album et de produire de nouveaux clips vidéo. Le 17 septembre 1991 marqua une date légendaire pour Geffen Records et les fans des Guns N' Roses, avec la sortie des albums Use Your Illusion 1 et Use Your Illusion 2. Anticipant un événement monumental, les magasins Tower Records à Los Angeles, Chicago et New York ne fermèrent pas de la nuit, accueillant des multitudes de fans impatients d'être parmi les premiers à mettre la main sur ces œuvres tant attendues dès que l'horloge annoncerait minuit. Le buzz autour de ces sorties était tel que des files d'attente impressionnantes se formèrent bien avant l'heure fatidique. À leur sortie, ces deux opus ont conquis simultanément les premières et deuxièmes places du Billboard 200. Cet événement a non seulement démontré la popularité phénoménale du groupe, mais a aussi marqué un moment emblématique dans l'histoire du rock. Les critiques qui suivirent la sortie étaient mitigées. La presse spécialisée a souvent décrit ce double album comme étant physiquement agressif et verbalement provocateur, optant pour une exploration de thèmes plus matures et émotionnellement complexes qui n'a pas été au goût de tous. Il est intéressant de noter que plusieurs titres présents sur les albums avaient été composés bien avant Appetite for Destruction. Malgré les critiques, il est important de souligner que les Use Your Illusion ont également reçu de nombreux éloges pour leur ambition artistique. Devant cet afflux massif de titres, les fans ont pris l'initiative de créer leur propre Use Your Illusion idéal, sélectionnant méticuleusement les titres des deux albums pour forger une compilation qui aurait pu succéder dignement à Appetite for Destruction. Et vous les sauvages, si vous devez créer un album mythique, une version condensée du légendaire Use Your Illusion des Guns, quelles seraient les 15 pépites que vous choisirez pour figurer sur un seul album? Partagez vos morceaux favoris en commentaire pour faire une compilation ultime. Avant de relancer la tournée en fin d'année, le groupe se trouvait face à la nécessité de remplacer Izzy. Axl avait jeté son dévolu sur Dave Navarro, célèbre guitariste de Jane's Addiction et membre du jury dans Ink Master. Slash n'était pas de cet avis. Il estimait qu'avoir deux guitaristes solistes au sein du groupe pourrait s'avérer problématique. Heureusement pour Slash, Dave Navarro ne se présenta à aucun des 3 rendez-vous prévus pour une audition. Navarro révélera plus tard qu'il était tellement sous l'emprise de l'héroïne qu'il avait manqué tous ses rencarts. Slash envisagea alors de recruter Gilby Clarke, un musicien originaire de Cleveland. Connaissant déjà les membres du groupe depuis un certain temps, Gilby s'était avéré être un excellent guitariste rythmique. Et pour couronner le tout, il avait une ressemblance frappante avec Izzy, ajoutant un aspect de continuité visuelle au groupe. Il ne lui fallut que 3 semaines pour maîtriser plus de 40 chansons du répertoire des Guns avant de se lancer sur la route avec le groupe. À cette époque, Axl était animé par une vision ambitieuse pour les Guns. Il envisageait un groupe plus spectaculaire, enrichi par la présence d'un harmoniciste, de 3 choristes et d'un trio de cuivre féminin, portant ainsi le nombre total de musiciens sur scène à 12. À l'automne 1991, le groupe répétait dans divers endroits à Hollywood. Pendant cette période, Slash traversait une énième rupture avec sa compagne de longue date. Il y joua également sur l'album Dangerous de Michael Jackson et se produisit aux côtés du roi de la pop lors du concert célébrant le 10e anniversaire de MTV. Axl Rose, de son côté, était vu en ville manifestant divers états de détresse psychologique, tandis qu'il essayait de trouver un arrangement avec Stephanie Seymour qu'il souhaitait désespérément épouser. Ça me permet de faire une superbe transition pour vous parler du clip épique de November Rain, qui a justement été tourné avec Stephanie Seymour et a bénéficié d'un budget colossal.
Ce clip, l'un des plus mémorables et ambitieux de l'époque, raconte une histoire d'amour tragique, magnifiquement mise en image à travers des scènes opulentes et une narration visuelle poignante. La tournée reprit le 5 décembre en Amérique du Nord, et les retards d'Axl avant de monter sur scène devinrent presque une constante chaque soir. Le frère et la sœur de Aksel devaient organiser chaque soir après les concerts des fêtes thématiques dont le coût et le luxe allaient devenir légendaires. On a dépensé 100 000 $ chaque nuit en fête, explique Matt Sorum. En plus de l'open bar, il y avait des flippers, des tables de billard, des jacuzzis, un casino, des tonnes de homards, du champagne qui coule à flot, des limousines disponibles 24 heures sur 24 et des stripteaseuses dansant sur les tables. À part ces fêtes grandioses, Axl Rose préférait s'isoler, parfois dans des hôtels différents. Accéder à lui nécessitait de franchir plusieurs obstacles, dont des assistants et des gardes du corps imposants. Slash et les autres membres du groupe se sentaient impuissants, surtout que leur manager, Doug, œuvrait principalement dans l'intérêt du chanteur. Le sens de l'unité et de la camaraderie, qui définit traditionnellement un groupe de musique, se dissipait, laissant place à une configuration où les membres se contentaient de se retrouver sur scène pour les performances. En février 92, les Guns se produisirent 3 soirs consécutifs au Tokyo Dome, et le concert du 22 février fut enregistré pour être ultérieurement publié sous forme d'une double VHS. Cependant, le mixage de cette captation laissait à désirer, résultant en une performance considérée comme terne par rapport à l'énergie habituelle du groupe en live. Le concert hommage à Freddie Mercury, le 20 avril, au stade de Wembley, fut un moment charnière pour Axl Rose. Sa performance aux côtés d'Elton John fut mémorable et lui permit de regagner l'estime de nombreux fans et critiques, notamment après la controverse engendrée par les paroles du titre One in a Million. Le 6 juin marqua la première apparition des Guns en France, avec un concert à l'hippodrome de Vincennes. Cette performance fut diffusée en direct en pay-per-view à travers le monde, à l'exception de la France. Cependant, notre chaîne cryptée Canal+, retransmit une heure du concert à une heure tardive. Lors de ce spectacle, Lenny Kravitz fit une apparition sur scène et en finale, Aerosmith rejoignit le groupe pour 2 titres créant un moment inoubliable de collaboration rock entre les 2 groupes légendaires. Juste avant d'avoir parcouru l'Europe, le groupe retourna à Los Angeles pour une conférence de presse annonçant une tournée monumentale en double tête d'affiche avec Metallica. L'idée de rassembler ces 2 titans du rock, chacun célèbre pour l'énergie brute et les extravagances de leur spectacle, était aussi excitante qu'audacieuse sur le plan commercial. Les 2 groupes étaient au sommet de leur art, affûtés par des mois sur la route et par la réception enthousiaste de leur dernier album. Metallica, en particulier, surfait sur le succès monumental de son Black Album, sorti en août de l'année précédente. Sur scène, le spectacle de Metallica était une démonstration de force, fidèle à ses racines prolétariennes et caractérisé par une performance d'une intensité rare. Guns N' Roses se posa à l'aéroport JFK de Newark le 12 juillet 1992 et Axl fut arrêté à la suite du mandat d'arrêt non exécuté de l'émeute de Saint-Louis. Mis en liberté provisoire par un juge 2 jours plus tard et autorisé à partir en tournée, Guns N' Roses fut finalement interdit de jouer à Saint-Louis pour toujours. Et Axl, condamné pour 4 délits mineurs et pour vandalisme, son amende s'est élevée à 50 000 $. Metallica avait négocié de jouer en premier durant toute la tournée, ce qui s'avéra être une bonne idée. Les 2 groupes tenaient à s'impressionner l'un et l'autre, et un esprit de compétition naturelle était aussi présent. Axl Rose souhaitait que Nirvana, les princes du grunge, joue en première partie. Mais voilà, Kurt Cobain, le poète torturé de Seattle, n'était pas vraiment emballé par l'idée et déclina l'invitation. C'est donc Faith No More qui est choisi pour ouvrir les concerts. Mike Patton, le chanteur, jamais le dernier pour une bonne provocation, se lançait régulièrement dans des imitations moqueuses d'Axl lors de ses performances, piquant gentiment notre rockstar pour ses célèbres retards. Et comme si cela ne suffisait pas, il poussa la satire jusqu'à uriner sur le téléprompteur d'Axl, marquant son territoire d'une manière pour le moins spectaculaire.
Lorsque Guns N' Roses réussissait finalement à monter sur scène, le groupe brillait toujours par son talent. Néanmoins, les performances étaient régulièrement entravées par les retards d'Axl et ses sautes d'humeur imprévisibles, ce qui pouvait soudainement faire retomber l'énergie du spectacle. La routine d'Axl avant les concerts était extrêmement rigoureuse, incluant un entraînement physique quotidien, des séances de chiropratie, de massage, des heures d'échauffement vocal et d'autres pratiques de bien-être, tout cela orchestré pour maintenir sa performance à son apogée. Axl s'entourait d'une véritable cour. L'entourage du groupe en tournée avait considérablement grossi. C'est parti d'un petit noyau d'amis du groupe et c'est devenu une équipe tentaculaire, composée d'un chiropracteur, d'une masseuse, d'un coach vocal, d'un garde du corps, d'un chauffeur, d'un assistant, d'assistant, d'un responsable des relations publiques, d'un manager, de sa bande de copains, de sa psychothérapeute et d'une nouvelle présence encore plus influente dans sa vie, une médium professionnelle qu'il avait récemment fascinée, nommée Sharon Maynard. Surnommée Yoda par l'équipe. Cette dernière jouait un rôle croissant dans les décisions de la tournée, au point que toutes les décisions majeures devaient être consultées avec elle, ce qui suscitait interrogation et scepticisme au sein de l'équipe. Dans cet environnement contrôlé, tous ceux qui étaient impliqués dans la tournée étaient désormais forcés de signer un contrat de confidentialité interdisant de commenter publiquement le moindre aspect de la tournée sans l'aval express et préalable d'Axl, et ce, uniquement par écrit. Malgré ces précautions, Axl restait vulnérable aux actions imprévisibles de ses fans. Un incident marquant se produisit 10 jours après le début de la tournée avec Metallica. Axl fut atteint en partie génitale par un briquet lancé par un fan. Incapable de continuer, il quitta la scène laissant Duff le remplacer au chant. Cet incident entraîna l'annonce d'un dommage important aux cordes vocales d'Axl et le report des 3 concerts suivants, avec des rumeurs suggérant que la décision d'annuler la 3e date avait été influencée par Yoda à cause d'énergies magnétiques perturbatrices autour de Minneapolis. Entre 2 concerts, Slash, à la suite d'une dispute avec sa femme, décida d'acheter de l'héroïne et du crack à une amie pornstar. Il consomma les drogues dans sa suite d'hôtel où il fit une énième overdose. Rapidement secouru, il fut amené à l'hôpital. À son retour à l'hôtel, il trouva Doug, le manager du groupe, en pleine colère dans sa chambre. Doug, hors de lui, provoqua pour plus de 75 000 $ de dommages dans la chambre de Slash tout en annonçant sa démission. Face à cette situation critique, Axl intervient en exigeant que Slash présente ses excuses à Doug pour le convaincre de rester, menaçant par la même occasion de quitter lui-même la tournée si le manager démissionnait. Slash, reconnaissant la gravité de ses actions et leurs répercussions sur le groupe, s'excusa auprès de Doug et grâce à cette démarche, l'ordre fut miraculeusement restauré. Notre cher manager Doug, tel un chevalier des temps modernes, décida qu'il était temps de jouer le sauveur avec notre bassiste légendaire. Pourquoi d'après vous? Parce qu'une certaine dame nommée Vodka avait pris un peu plus trop ses aises avec Duff, ce qui compromettait sa capacité à jouer correctement de la basse. Doug fit appel à l'ingénieur du son pour enregistrer uniquement la piste de basse de Duff pendant un concert. À l'écoute de l'enregistrement, marqué par des sons incohérents et des silences erratiques, Duff fut sidéré. Lui qui faisait danser son Mediator sur ses cordes de basse comme Fred Astaire sur une piste de danse, était réduit à balbutier des sons incohérents plus dignes d'un premier cours de musique à l'école primaire. Honteux, il prit la décision de modérer sa consommation d'alcool avant les spectacles. Les Guns et Metallica firent leur retour sur scène dans le gigantesque stade olympique de Montréal. Pendant une performance qui s'annonçait explosive de Metallica, James Hetfield subit de graves brûlures au 3e degré à cause d'un pyrotechnique défectueux, obligeant Metallica à arrêter prématurément leurs prestations. Les membres de Guns N' Roses, alors à leur hôtel, furent appelés en urgence pour compenser le temps perdu de Metallica. Ils acceptèrent sans hésiter. Sur le chemin du stade, Slash et les autres discutèrent des titres supplémentaires à interpréter pour prolonger leur propre set. Mais malheureusement, Axl était absent et le groupe monta sur scène avec 2 heures de retard, confronté à une foule déjà sur les nerfs. Axl stoppa leur performance après seulement 90 minutes, se plaignant du volume insuffisant des retours de scène, l'empêchant de s'entendre. Il conclut avec un « Merci, vous serez remboursé », déclenchant une émeute. Retranchés dans leur loge, le groupe entendit le début du chaos. Les suites de luxe furent ravagées, les stands de produits dérivés pillés et des voitures incendiées.
Plus d'une douzaine de personnes furent arrêtées avec des blessés des deux côtés, policiers comme émeutiers. Et les dégâts s'élevèrent à plus de 500 000 $. C'était une répétition des événements de Saint-Louis, mais avec encore moins d'excuses. Axel, lui, tenta de justifier son retard par son souci de ne pas monter sur scène sans préparation physique, soulignant un changement de dernière minute Dans l'arrangement de la scène à la demande de Lars Ulrich. qui avait indirectement causé l'accident de Hetfield. Slash avoua dans son autobiographie de 2007 avoir ressenti un profond malaise face à Metallica, regrettant d'avoir déçu au moment le plus critique. Il souligna également le courage de James Hetfield, qui revint chanter moins de 3 semaines après son accident, malgré son incapacité à jouer de la guitare, illustrant le fossé entre les deux chanteurs des deux groupes envers leur public. À cette époque, le grunge émergeait comme la nouvelle tendance, avec des groupes comme Nirvana et Pearl Jam rejetant l'opulence des précédentes icônes du rock. Le contraste entre les générations fut cristallisé lors des Video Music Awards de 92, quand Guns N' Roses, accompagnés d'Elton John, furent éclipsés par une performance provocatrice de Nirvana. La tension monta encore quand Kurt Cobain cracha sur ce qu'il croyait être le piano d'Axel, mais qui était en réalité celui d'Elton John. Puis, la femme de Cobain, Courtney Love, dont l'amour de la confrontation égalait celui d'Axel, demanda justement à Axel s'il voulait être le parrain de leur enfant avec bien sûr une pointe d'ironie. Furieux, Axel demanda à Kurt de faire fermer la gueule à cette garce. L'entourage de Nirvana éclata de rire. Tous, sauf Kurt, qui prit l'air courroucé, se tourna vers Courtney et lui dit « Ta gueule, garce !» Sur quoi, le groupe et leurs amis éclatèrent de nouveau de rire. Dans une tentative pour désamorcer la situation, Stéphanie demanda gentiment à Courtney si elle était mannequin. Mais Courtney la regarda juste froidement en répondant non et en lui demandant si elle était neurochirurgienne. Énervé, mais toujours extrêmement paranoïaque, Axel expliqua à ses amis que Courtney Love tentait en fait de le posséder spirituellement. Avec un sens de l'ironie dont même Kurt n'aurait pu rêver, le dernier concert de la tournée Guns Metallica se déroula à Seattle, épicentre du grunge, marquant symboliquement la fin d'une ère. Tandis que Metallica avait engrangé des millions de dollars de la tournée en queue-tête d'affiche avec les Guns, et même si les deux groupes avaient partagé les bénéfices à égalité, Doug, le manager, s'est retrouvé dans la position délicate de devoir expliquer à Axel et à Slash pourquoi le groupe avait perdu 80% de ses gains en frais associés à leur retard et à leur divertissement vertigineusement considérable. La seule solution était de continuer à tourner et de récupérer l'argent. Ils dirent au revoir à la section de cuivre et aux choristes afin d'économiser de l'argent et rajoutèrent en lieu et place une petite section intimiste de morceaux acoustiques au milieu du set, qui parfois donnait des frissons à tous ceux qui étaient présents, musiciens et fans. Ils allaient jouer encore 10 mois, se rendant en Amérique du Sud et autour du Pacifique, puis en parcourant de nouveau l'Amérique du Nord et l'Europe. Près de 50 concerts en tout. Bogota, 92, le groupe débarque dans la capitale colombienne, prêt à enflammer le stade El Campín. Mais attention, la préparation de ce concert fut un vrai film d'action digne d'Hollywood. Doug, le manager du groupe, avait joué la carte de la prudence, exigeant tout l'argent du groupe d'avance et renforçant la sécurité en embauchant le service de sécurité de l'ambassade des USA. Mais la tranquillité s'arrêta là. L'équipement fut retardé au Venezuela et l'arrivée tardive à l'hôtel ne présageait rien de bon. Surtout en découvrant les promoteurs locaux, ivres comme une piñata après les coups de bâton.
La situation dérapa quand ces mêmes promoteurs réclamèrent le remboursement de la moitié de leur argent, sous prétexte que Guns N' Roses ne pouvait plus assurer les 2 concerts prévus. Doug, inébranlable, refusa. La tension montant d'un cran, quand au milieu de la nuit, les promoteurs prétendirent avoir pris en otage un membre du personnel, poussant Doug à tester leur bluff avec un sang-froid olympien. Le manager ne rigolait pas quand il arrivait au stade cet après-midi-là. Les promoteurs, toujours convaincus qu'il n'y aurait qu'un concert, avaient vendu 30 000 tickets en plus. Résultat, un festival de fans déchaînés coincés dehors, avec le précieux sésame à main, mais sans pouvoir entrer dans le stade. Les forces de l'ordre tentent de contenir la foule avec une délicatesse, disons, médiévale. Mais ce n'est que le début du spectacle. Ne pouvant exprimer leur passion dans les gradins, ces mêmes fans décident de transformer Bogota en terrain de guerre. Une sorte de Welcome to the Jungle à grandeur nature. Le lendemain matin, des coups de poing violents pleuvent sur la porte de la chambre d'hôtel de Doug. Et qui trouve-t-il derrière la porte? Un accueil soi-disant très local. Un homme, armé d'une mitraillette, lui tendant une lettre qui le convie à un petit rendez-vous avec le maire. Un rendez-vous obligatoire, dit la lettre. Mais Doug, malin comme un singe, fait l'absence et promet de transmettre le message à M. Goldstein lui-même. Il s'empresse ensuite d'appeler son contact auprès du service de sécurité de l'ambassade américaine, où il lui montre la lettre. Le verdict tombe. Pas de rendez-vous, mais un bon vieux kidnapping en perspective. Même pas une demi-heure après, le groupe était dans son avion privé, heureux de quitter cette ville aussi chaude qu'une baraque à churros. Et là, les sauvages, vous pensez sûrement que le destin a épuisé son lot de surprises pour nos rockers préférés? Que nenni! La malchance frappa encore. Duff fut assommé sur scène à Sacramento par une bouteille pleine de pisse lancée depuis le public. I hate to ruin your fun, and I'm fun, but somebody just hit Duff in the head with a bottle and now he's not able to play, so we're sorry. Have a good night, and if you find the asshole, kill him. Et comme si le sort s'acharnait avec une précision diabolique, voilà que Gilby Clarke, le guitariste, pris d'une envie soudaine de philanthropie motorisée, s'entraîne pour une noble course de charité, mais l'aventure se termine par une chute et un bras en moins dans la bataille. Résultat, les dates européennes supplémentaires de la tournée pendues à un fil. Izzy, le prodigue, celui qu'on n'attendait plus, décide de renfiler les gants et de revenir sauver la mise pour cette escapade européenne. Une réunion inespérée, comme un dernier tour de magie dans ce spectacle incessant qu'est la tournée de Guns N' Roses. Le groupe, temporairement réuni, répéta à Tel Aviv, puis joua un rock'n'roll approximatif mais fabuleux durant 5 dates. Izzy porte un regard plutôt détaché sur cette expérience. Il admet sans détour que l'appât du gain fut sa principale motivation pour participer à cette tournée éclair. Il compare cette expérience à un spectacle de zombies, décrivant ses retrouvailles comme particulièrement désolantes. Avec Gilby de retour dans le groupe, la tournée s'est poursuivie en Europe, incluant 3 concerts en France. Après leur dernier concert européen, les Guns mettent le cap sur l'Argentine pour clôturer leur tournée mondiale. Le grand final était prévu 4 jours plus tard au mythique stade River Plate de Buenos Aires. La veille du concert, un événement inattendu survint. Plus de 50 policiers de la brigade des stupéfiants locales firent une entrée fracassante dans la suite luxueuse où Axl Rose dînait tranquillement. Ils fouillèrent les lieux à la recherche de drogue, mais repartirent bredouille, sans même présenter leurs excuses. Diffusé en direct à la TV argentine et uruguayenne, pour une fois, le concert démarra pile à l'heure. Le groupe débuta le set avec Night Train et se termina avec Paradise City, marquant ainsi la fin d'une tournée mondiale épique. Ils avaient été sur la route durant 2 ans et demi, avaient joué 192 concerts dans 27 pays et vendu plus de 7 millions de tickets. Cette tournée restera dans l'histoire comme une des plus grandes jamais entreprises. De retour à Los Angeles, après leur tournée mondiale, Axl se retrouva à nouveau confronté à la justice. Cette fois pour témoigner dans le procès intenté par Steven Adler qui contestait son éviction. L'affaire se concentrait sur la légalité du renvoi d'Adler et son droit à de futures royalties. Après évaluation, le juge détermina que Steven avait droit à environ 15% des revenus générés pendant sa période avec le groupe. En conséquence, le groupe consentit à verser une indemnité de 2,5 millions de dollars à Steven, assortie d'un accord garantissant sa part de 15% sur les revenus futurs liés à la période où il était membre.
Furieux, Axl fut incapable de concéder que Steven avait eu un rôle primordial dans l'ascension du groupe au statut de star. Il n'allait plus lui parler pendant presque 15 ans. Le groupe décide de dépoussiérer quelques vieux classiques enregistrés durant les sessions de Use Religion. Initialement pensé comme un EP, Gilby Clarke réenregistre les parties de guitare pendant que le groupe ajoutait quelques vieilles chansons punk qui les avaient inspirés dans leur parcours. Mais attention les sauvages, car voilà que le sulfureux Axl insiste pour inclure un petit titre controversé, Look at Your Game, Girl. Une ballade funèbre écrite par Charles Manson. Oui, vous avez bien entendu, le gourou qui commandita le meurtre de Sharon Tate et 4 de ses amis. Même les membres du groupe hésitaient à franchir ce cap. Si bien que seul Axl, accompagné de Dizzy Red au bongo et d'un guitariste invité, Carlos Boy, figure sur l'enregistrement. Finalement, le groupe décida de sortir un album complet plutôt qu'un EP. Ce disque, intitulé The Spaghetti Incident, référence à une anecdote du procès d'Adler impliquant une bataille de nourriture entre Axl et Steven, vit le jour en novembre. Guns N' Roses, The Spaghetti Incident, out now. La chanson de Manson fut ajoutée à la fin de l'album, sans mention dans la liste des titres. Le groupe accepta de la conserver après avoir été assuré que les royalties générées par cette piste iraient à la famille de l'une des victimes de Manson. Bien qu'il s'agisse d'un disque bouche-trou et que le groupe n'a jamais prétendu le contraire, The Spaghetti Incident se vendit à plus de 200 000 exemplaires durant la première semaine. Brut et volontaire, mais manquant de la férocité lubrique et bouillonnante des versions originales, l'album parvenait néanmoins à permettre à Guns N' Roses de rester connecté à ses racines. Best believe I'm in love, L-U-V. See the sun it shines. Gonna knock you off your head. Raw power, there's not no place to go. Doesn't mean I didn't try. I just never know. The Spaghetti Incident est apparu comme un dernier souffle pour propulser ce disque dans l'univers avant que la réalité ne les rattrape et que les choses ne se brisent définitivement. Vous vous rappelez quand Axl Rose, aidé par le manager Doug, a fait signer un contrat assurant que le nom du groupe lui appartient exclusivement? Cela signifie que Slash et Duff n'avaient pratiquement plus leur mot à dire sur les orientations futures du groupe. Guns N' Roses était désormais la propriété d'Axl. Les tensions atteignirent leur paroxysme quand Slash arriva au studio Complex à Los Angeles en août 1994 pour enregistrer une reprise de Sympathy for the Devil des Rolling Stones pour la bande-son du film Entretien avec un vampire. À son arrivée, il fut choqué d'apprendre qu'Axl avait remplacé Gilby par un vieil ami de Lafayette nommé Paul Hughes. Le problème était que Paul n'était tout simplement pas à la hauteur. Cette décision allait être la goutte qui ferait déborder le vase pour Slash. De manière involontaire, Slash se trouvait contraint de demander à Axl de choisir entre lui et son ami d'enfance. Dos au mur et sous pression, Axl fit ce qu'il avait l'habitude de faire dans ces situations. Il persista et choisit son ami Paul. Ça n'était trop pour Slash, qui décida de quitter les Guns pour se concentrer sur sa carrière solo. Il exprima par la suite que le véritable problème n'était pas tant le nouveau guitariste, mais plutôt le fait qu'Axl gérait le groupe comme un dictateur. Selon Doug, la situation aurait pu être évitée. Il affirme qu'Axl était disposé à ce que Duff et Slash proposent leur propre candidat pour remplacer Gilby. Mais ils ne l'ont pas fait, laissant Axl prendre les devants. Doug soutient que si Slash avait été un peu plus conciliant sur ce point, la séparation du groupe n'aurait jamais eu lieu. Duff McKagan a traversé une période extrêmement difficile, marquée par un grave problème de santé dû à sa dépendance à l'alcool. Après avoir sorti un album solo avec des invités de renom, sa condition s'aggrava drastiquement lorsque son pancréas éclata, nécessitant une opération chirurgicale urgente. Heureusement, l'intervention fut réussie. Il passa 15 jours à l'hôpital et à sa sortie, il opta pour une boisson beaucoup moins nocive, de l'eau. Cette épreuve marqua le début d'une transformation profonde pour Duff. Suivant les pas d'Izzy, il abandonna ses excès hédonistes pour adopter un mode de vie plus sain. Sa réputation de grand buveur l'avait même précédé au point de recevoir un appel de Matt Groening, le créateur des Simpsons, qui souhaitait utiliser son nom, Duff, pour une marque de bière fictive dans le célèbre dessin animé.
Bien que cette anecdote a été démentie par Matt Groening par la suite, pour des raisons de droit, elle montre à quel point Duff était associé à l'alcool. La goutte d'alcool qui fit déborder le verre pour Duff au sein des Guns fut le jour où Axl décida de renvoyer Matt Sorum. Duff expliqua alors au chanteur que le groupe était devenu une dictature sous son règne, ce qui le poussa à quitter définitivement le groupe. My friends, that was comfy for me. Yeah. Matt Sorum a été renvoyé suite à une intense altercation avec Paul, le nouveau guitariste choisi par Axl. Matt n'a pas mâché ses mots, affirmant à Paul qu'il ne valait rien et critiquant ouvertement le choix d'Axl comme étant désastreux. Axl, offensé par ses commentaires, a réagi de manière impulsive en renvoyant Matt sur le champ. Après avoir recruté quelques mercenaires musicaux, Axl Rose a consacré 15 ans à la réalisation de l'album qui deviendra le disque le plus cher de l'histoire, avec un budget estimé à 20 millions de dollars. Sorti en 2008, cet album, bien que de bonne qualité, a été perçu davantage comme un projet solo d'Axl que comme un véritable album des Guns N' Roses. Pendant ce temps, les autres membres du groupe n'étaient pas en reste. Duff, Slash et Izzy se lançaient dans des carrières solo ou de nouveaux projets. Parmi ceux-ci, Velvet Revolver se démarquait particulièrement. Ce super groupe formé par Matt, Duff et Slash est complété par Scott Weiland de Stone Temple Pilots au chant. La tension entre Slash et Axl ne s'est pas dissipée avec le temps. Ils ont continué à se lancer des piques par médias interposés. Et Axl est même allé jusqu'à faire retirer un t-shirt de Slash porté par un spectateur lors d'un de ses concerts, démontrant ainsi l'acrimonie persistante entre les deux figures emblématiques du rock'n'roll. Get that guy out of here. That guy right there. Are you listening to me, Mr. Security Man? That guy, gone. Yeah, throw it. Hand me that shirt. Hand me that shirt. Thank you. Au terme de cette saga rock'n'roll, Guns N' Roses, symbole de l'excès et de la démesure, illustre parfaitement le côté éphémère de la gloire. Fragilisé par les conflits internes et rongé par les excès. Le groupe qui avait conquis le monde avec ses hymnes électrisants s'est trouvé plongé dans une tourmente sans fin. Guns N' Roses reste ainsi dans les mémoires non seulement pour leur musique, mais aussi pour leur spectaculaire et tragique chute. Comme tout le monde sait, le groupe s'est reformé en 2015 pour quelques tournées mondiales, mais ceci est une autre histoire. Je pense que l'histoire racontée pourrait faire grincer les dents des partisans d'Axl. Et je suis tout à fait conscient que certains commentaires de votre part pourraient ne pas être des plus flatteurs à mon égard. Il est important de souligner que ce récit n'a pas pour but de juger ou de diffamer, mais plutôt de présenter les événements tels qu'ils ont été rapportés dans les biographies officielles et non officielles. Si le cœur vous en dit les sauvages, abonnez-vous, lâchez des likes comme s'il en pleuvait et n'oubliez pas de balancer les commentaires comme des boules de pétanque. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à vous servir des histoires aussi cultissimes que la bonne mère. Et n'oubliez pas qu'au cœur de ces controverses et au-delà de nos opinions divergentes, il existe un fondement solide qui nous rassemble. Il reste une vérité universelle qui nous unit tous. C'est notre amour pour le rock, cette force brute qui a défini des générations et révolutionné la musique. Malgré les critiques, les modes éphémères et les changements radicaux dans l'industrie musicale, une chose reste indiscutable. Et cette chose indiscutable est que le rock'n'roll n'est pas mort.